Merci à tous d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Il est 5 heures, je sais qu'on aimerait bien aller boire tous une petite bière. Je vais me présenter, je vais vous parler de sujets qui peuvent paraître un peu graves de temps en temps, mais vous allez voir, on s'amuse bien le long du chemin, on s'amuse bien. Alors, tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Baptiste Robert. Je me suis fait connaître il y a quelques années sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, comme hacker éthique. C'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. Il y a même des offres d'emploi avec ce titre-là. Aujourd'hui, j'ai une communauté à peu près de 250 000 personnes sur Twitter et je me suis fait connaître en publiant des failles de sécurité sur des applications mobiles et des sites internet. J'ai commencé, j'étais développeur Android. Ensuite, je suis passé développeur AOSP, Android Open Source Project. J'ai travaillé pour des fabricants de téléphones. Et comme je savais à peu près ce qu'on mettait dans les téléphones, j'ai trouvé des failles. Je savais où aller chercher les failles de sécurité. J'ai publié pas mal de bêtises. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous allez trouver un peu toutes mes bêtises. Et je m'étais fait une spécialité de tout ce qui était gouvernemental. Donc, j'ai trouvé des failles dans des applications américaines, françaises, du Vatican, beaucoup l'Inde. J'ai beaucoup travaillé sur le gouvernement indien, la Russie, la Chine, etc., etc. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle Predictalab et qui travaille sur ce qu'on appelle l'OSINT. Et on va le voir ensemble, ce que c'est plus précisément. Alors, le titre de la conf, c'était « En 2 minutes, un hacker vous refait le portrait numérique ». On discutait hier soir au dîner, et j'ai dit « J'ai bien envie de tenter un truc ». J'ai envie de tenter un truc un peu original. Des confs, j'en donne beaucoup. Je me suis dit « Tiens, cette fois, je ne vais pas avoir de slide ». Donc, je suis désolé, vous allez devoir m'écouter et pas lire ce qui a marqué. Alors, un hacker va vous refaire le portrait, ça veut dire quoi déjà ? Je vais vous refaire le portrait. C'est quoi votre portrait ? Votre portrait numérique. Et donc, on va parler empreinte numérique. Qu'est-ce que c'est votre empreinte numérique ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là ? L'empreinte numérique, ça va être toutes les petites traces que vous laissez sur Internet. Ok, une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près rien dit. Et en fait, il y a 2 types de traces. Il va y avoir les traces que vous laissez activement. Les traces que vous laissez activement, typiquement, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Là, j'ai posé mon téléphone. J'ai posé mon téléphone et en fait, on est en direct sur Twitch. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On est en direct sur Twitch. Ça veut dire que j'ai pris mon téléphone, je me suis baladé, j'ai parlé aux quelques personnes qui regardent, et j'ai dit, voilà, c'est Baptiste, je suis à Lille, regardez, c'est cool, je suis au Grand Palais, regardez la salle, je vous montre un peu derrière les coulisses la salle, je vous montre comment les coulisses sont faites, je vous montre qui travaille. Et ça, c'est l'information que j'ai donnée. Et je vous ai vu. Là, les gens qui êtes ici, vous avez tweeté aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont tweeté. Vous avez utilisé vous avez utilisé DevFest Lille. Et donc, si je fais une recherche sur DevFest Lille, ce que j'ai fait, on va récupérer plusieurs milliers de tweets. On va récupérer toute une activité et des personnes impliquées dans la journée d'aujourd'hui. On va être capable de savoir qui est la personne la plus influente sur les réseaux, à minima, qui est présente ici. On saura dater au DevFest de Lille, il y a telle et telle et telle personne qui était présente. Il y a même des photos. Je sais que telle personne a parlé avec telle personne. Et c'est l'information que vous avez mis sur Internet de manière volontaire. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être les informations qui sont prises sans votre consentement ou avec votre consentement pas très éclairé. C'est-à-dire, vous envoyez un message à votre femme, à votre mari, à votre copain, à votre copine, en mode « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» En fait, votre message WhatsApp, il n'y a pas juste « Chérie, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Il n'y a pas juste ce contenu-là. Il y a une centaine de métadonnées associées.
Votre message, il est chiffré, il n'y a pas de problème. Mais toutes les métadonnées à côté, non seulement elles ne sont pas forcément chiffrées en fonction des messageries, et en plus elles vont être utilisées, processées pour vous profiler et plein d'autres applications qu'on va voir après. Donc ces données-là, vous avez accepté, vous avez autorisé le service en question à vous prendre ces données-là. Et donc quand on s'arrête 4 secondes, on dit OK, bon, moi je suis développeur, hein. je suis développeur, j'ai une activité numérique assez importante. Je me pose, je dis ouais, en fait, quand je vais en conf, je vais tweeter un petit truc en mode ah, je suis arrivé. Très souvent, moi sur les réseaux sociaux, je vais poster des photos de moi à l'aéroport. Ah, je suis à l'aéroport, je suis fatigué, ou tiens, je suis à telle destination, ou ci, ou ça. Et donc je donne quelqu'un qui va étudier mon fil Twitter, va être en capacité très très facilement de dire Baptiste, le 4 janvier, il est arrivé à tel aéroport. Il a pris tel avion. Ensuite, il est allé à tel endroit, pour telle raison. Il a rencontré telle personne, etc. etc. Et là, vous commencez à voir le petit côté pas ouf de la chose. C'est-à-dire que c'est quoi le problème d'avoir une empreinte numérique? On en a tous dans la vie réelle. Vous avez une empreinte dans la vie réelle. On parle beaucoup, et je l'ai vu, et c'est assez intéressant. J'ai l'habitude plutôt des conférences de cybersécurité, où on est, il faut le dire, hein, on est un peu plus sérieux, parce qu'on a des sujets sérieux, on a des sujets très sérieux, et vous en avez aussi. On a des sujets sérieux, et vous en avez aussi. Mais on a, en fait, comment dire ? On a le besoin, sur nos sujets, de remettre une définition. On a parlé de l'empreinte numérique. Et en fait, l'empreinte numérique, la récupération de ces informations, va permettre tout un tas d'applications. Si vous êtes allé en salle Marie Curie et que vous avez assisté à la conférence de Mélanie tout à l'heure, elle a parlé de Cambridge Analytica, par exemple. Elle a parlé de l'importance de sécuriser sa vie numérique par quelques tips. Il ne faut pas cliquer là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Prenons la globalité. Je suis un homme politique. Je suis un homme politique, j'ai envie de me présenter aux élections. J'ai envie de devenir maire de Lille. Je ne sais pas, apparemment c'est un bon poste. Je me présente, et en fait, je ne suis pas de Lille. Et pour être très honnête, moi je viens de Toulouse. J'en ai rien à faire de Lille, en réalité. Mais je veux me faire élire, parce que le poste est cool, et la paye aussi. Donc je vais essayer de connaître la population qui habite à Lille. Et vous êtes une population intéressante. Vous êtes une population intéressante parce que vous êtes développeur, vous avez des professions intellectuelles, vous êtes cadre supérieur la plupart du temps, vous avez des bons revenus, vous habitez dans des endroits qui sont plutôt des bons endroits, et vous allez avoir des idées qu'on peut catégoriser. Et moi, je vais savoir ce que vous pensez. Je vais essayer de vous profiler. Et donc, si je vais venir ici, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur scène, je suis un candidat, je vais dire, voilà, moi je suis pour la diversité, je suis pour l'écologie, je suis pour le recyclage, je peux dire plein de trucs comme ça. Et je vais voir les dernières méthodes à la mode, je vais voir les dernières technos, je vais vous parler de Quarkus, je vais vous parler de plein de trucs, parce que je vais savoir ce qui vous touche. Et ça marche sur Facebook, par exemple. Si on reprend l'exemple de Cambridge Analytica, pourquoi Facebook fait autant d'argent? Pourquoi Facebook est encore Facebook? C'est quoi le business de Facebook? Le business de Facebook, c'est du profilage. Ce n'est pas un réseau social. Le business de Facebook, c'est sa capacité à récolter énormément d'informations. Et l'outil le plus performant de Facebook, ce n'est pas son fil tout moisi d'actualité. C'est quand vous allez créer une publicité, vous pouvez dire « Je veux tous les mecs entre 18 et 20 ans qui aiment le skate et qui habitent en périphérie de Lille. »
et qui potentiellement serait prêt à acheter ma confiture. Et vous avez un outil qui va vous permettre de faire du micro-ciblage. Et pourquoi Facebook gagne encore autant d'argent? À cause de ça. Parce que leur outil, il défonce. Et on va parler d'un autre sujet qui est très relié. Il y a des sites qui se font hacker tous les jours. Tous les jours. Potentiellement, vous êtes dans la salle, vous êtes développeur, vous travaillez pour des sociétés. Potentiellement, vous êtes compromis. Potentiellement, votre société a été compromise. Vous avez un attaquant au sein de l'infrastructure de votre réseau. Ces bases de données, elles se retrouvent sur Internet. Elles vont se retrouver sur Internet et elles vont être utilisées. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des fuites de données. Vous les voyez dans la presse. Mais en fait, quand vous les voyez dans la presse, nous, ça fait 6 mois qu'on les a. Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans pour certaines. Et quand on dit une fuite de données, on parle parfois de centaines de millions de records. Nous, on fait de la big data, il n'y a pas de problème. La big data, l'Elasticsearch, je connais bien, pas de problème. Mais on fait de la big data parce qu'on va vouloir récupérer énormément d'informations pour croiser les données. Et si on réfléchit ensemble, mettons que mon travail, ce soit de récolter un maximum de fuites de données, parce que j'ai envie de vous cibler, j'ai envie de tout connaître sur vous. Quel est votre identifiant unique? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui, chez vous, au long de votre vie, ne change pas ou change très peu? Vous avez une idée? Proposez. Le téléphone? L'email, vous changez, vous changez de taf, vous changez d'email, mais vous avez toujours votre email kikoulol du 69@hotmail.fr. Numéro de sécu, effectivement. Et donc, quand on va avoir plusieurs bases de données qu'on a récupérées, légalement, illégalement, tout ce qu'on veut, et qui sont issues de bases marketing ou de fuites de données, mon but à moi, ça va être de joindre ces 2 bases de données pour avoir une base la plus complète possible avec le moins de duplicats possible. Et en fait, ce qui ne change pas, très souvent, ça va être votre numéro de téléphone. Alors c'est intéressant parce que comment on fait pour éviter ce ciblage? Je change de contexte. Je passe une grosse partie de mes journées à l'aéroport. Vous êtes à l'aéroport, vous voulez le Wi-Fi de l'aéroport. Vous asseyez, vous êtes dans le hall, vous ouvrez votre ordi, vous allez avoir un portail captif qui va vous demander une adresse email. Est-ce que vous mettez votre adresse email? La réponse est plutôt non. Mais en fait, si on pousse un peu, quand vous êtes à l'aéroport, vous n'en avez rien à faire. C'est bruyant, il y a du monde, il y a des gens. En fait, vous voulez juste accéder, vous avez un meeting dans 5 minutes, vous voulez regarder votre fil Twitter, vous mettez votre adresse email, basta, vous cliquez sur OK, vous ne posez même pas de questions. Et en fait, la cybersécurité, c'est se poser déjà des questions. Et pourquoi le portail captif, il vous demande votre adresse email? Parce qu'il veut savoir que vous êtes là. Et donc, quand vous allez vous connecter au Wi-Fi de l'aéroport, vous allez mettre votre adresse email. On va pouvoir dire que kikoulol du 69@hotmail.fr était là à 14h52 à l'aéroport de Nice. C'est une information. Ça vous paraît anodin, mais c'est une information. Et quand vous allez revenir, il saura que c'est vous. Et en fait, quand vous utilisez le Wi-Fi, il y a aussi des requêtes, par exemple DNS, qui vont passer. Il y a tout un tas d'informations que vous n'allez pas forcément consentir à donner, ou vous ne vous rendez même pas compte, qui vont permettre de vous profiler et qui sont une source de revenus incroyable. Alors si on pousse un peu plus la réflexion et qu'on se dit, mais attendez, en fait, si je ne mets pas mon adresse email, si je mets une fausse adresse email, est-ce que le service fonctionne quand même? Vous avez déjà essayé? Si vous mettez n'importe quoi, tant que c'est au format email, la plupart du temps, ça marche. Et donc, vous allez
mentir. Et c'est un conseil que je donne souvent pour protéger sa vie privée sur Internet, pour réduire son empreinte numérique. Il faut savoir mentir, mais être un bon menteur. Alors la question, c'est est-ce que vous êtes des bons menteurs? Qu'est-ce que c'est un bon menteur? Un bon menteur, c'est quelqu'un qui va mentir régulièrement, mais de manière cohérente. Internet, au départ, alors je suis un poil plus vieux, je ne suis pas si vieux que ça, mais Internet, au départ, c'était un espace où on pouvait être n'importe qui. Le début d'Internet, c'est ça. Vous pouviez être n'importe qui, avoir n'importe quelle passion, vouloir vous appeler comme vous vouliez. Et petit à petit, en fait, le monde a évolué et en fait, on s'est mis à relier notre vie réelle à notre vie numérique. Et tout ça poussé par principalement les géants d'Internet. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient nous vendre des choses. Ils voulaient avoir des points de repère des liens entre notre vie réelle et notre vie numérique pour nous profiler au plus près. Et derrière, convertir cette activité dans la vie numérique à la vie réelle et faire du vrai argent. Donc si vous voulez protéger votre vie numérique, il faut faire le contraire de tout ça. Il faut couper ces liens entre la vie numérique et votre vie réelle. Et par exemple, moi sur Internet, je ne m'appelle pas Baptiste. Je ne suis même pas obligé d'être un homme. Je ne suis même pas obligé d'être toulousain. Bon, ça, on est un peu obligé d'être toulousain. Mais... parfois, je suis une femme. Parfois, j'ai eu un persona, par exemple, c'était une étudiante chinoise qui était quand même à Toulouse, pas en Erasmus, mais en année d'études à Toulouse, et qui avait une activité, une vraie activité. Donc elle postait, cette personne, régulièrement. Elle avait plusieurs réseaux. Elle avait une image, elle avait une tête, elle avait des situations. Elle avait une activité sur Internet. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. J'ai même pas pompé la tête de quelqu'un. J'ai généré sa tête. Et donc, j'ai créé un persona. Et mes devices, mon ordinateur, c'est pas l'ordinateur de Baptiste. C'est l'ordinateur de John Doe. À aucun moment, il y a mon nom. Et quel que soit le device que je vais avoir, que ce soit un téléphone, dans mon utilisation du quotidien, je vais me poser une seule et même question. Tu me demandes, un site internet me demande une donnée. OK, pourquoi tu as besoin de ma donnée? Est-ce que j'ai vraiment besoin de la donnée en question? Voilà, je parle beaucoup pour changer. Et on va faire un petit exercice ensemble. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Je vois qu'il me reste 10 minutes au compteur, si je ne dis pas de bêtises. Avec ma société, et je n'ai pas beaucoup parlé de ce sujet, on travaille exclusivement sur l'OSINT. Qu'est-ce que c'est l'OSINT? L'OSINT, c'est un acronyme pour Open Source Intelligence. Open Source Intelligence, c'est donc deux mots. Intelligence, c'est un mot anglais qui veut dire renseignement. Qu'est-ce que c'est le renseignement? Au-delà du fantasme qu'on peut en avoir derrière, etc. Le renseignement, ça va être une information qui va être actionnable. Si je suis un commandant militaire, je fais partie de l'état-major militaire d'un pays, et que je me dis, aujourd'hui, j'ai bien envie de bombarder le Grand Palais de Lille, il va falloir que je sois un peu solide sur mes appuis, et que j'ai quand même des bonnes infos pour. Et avant de prendre cette décision-là, il me faut une information ou des informations sur laquelle je vais pouvoir baser ma décision. Et le renseignement, ça sert à ça. Le renseignement, ça sert à prendre des décisions, et donc c'est des informations qu'on dit actionnables. Mais le renseignement, ça peut venir de plusieurs sources différentes. Il y a le renseignement humain. Je vais vous aborder, je vais m'intéresser à votre vie. Vous travaillez dans un secteur particulier, vous travaillez, je ne sais pas, dans un hôpital, dans une mutuelle, dans le nucléaire. Je vais m'intéresser à vous.
Je vais me faire ami avec vous. Je vais avoir, comme de par hasard, les mêmes passions que vous. On va se retrouver en dehors du travail comme par hasard. Et on va apprendre à se connaître. Et on va même devenir amis, pourquoi pas. Et là, je vais tirer de l'information. Voilà. Alors, l'OSINT, et la deuxième partie du mot est là pour le montrer. Open source, ça veut dire que c'est de l'information accessible publiquement. Et on en revient à l'empreinte numérique. Alors, si vous tapez votre nom sur Google, vous allez trouver pas mal de choses. C'est un peu manuel, mais ça marche. Et vous avez bien compris que y a des gens qui en ont fait un boulot. Grosso modo, moi je dis souvent, je suis un enfant avec une carte de crédit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est quand même sympa de chercher des informations sur les gens. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à automatiser tout ça? Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à visualiser tout ça? Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à vous chercher tous en même temps en 2 minutes? Reprendre tous les noms de tout le monde et je suis capable de tirer les liens entre chacun. Ça pourrait être pratique dans certaines situations. Et c'est là où ça devient assez intéressant. Alors, je vais le tester avec mon nom, parce que je ne veux pas de problème avec la patrouille. Alors, on va lancer la machine, et automatiquement, elle va aller chercher de l'information. Elle va aller chercher sur l'open web, donc, alors j'espère qu'il y a Internet. C'est l'effet démo, c'est ça? Non, c'est bon. Elle va aller chercher sur l'open web, elle va aller chercher sur le deep web, elle va aller chercher sur le dark web. C'était obligé, hein? C'était obligatoire. Il n'a pas envie de bosser, c'est la fin de la journée. Ouais, hop. Alors, on va prendre. On n'a rien vu. On a fait une recherche. Et qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des API, qui sont des API officielles ou non officielles. On va faire du reverse engineering sur les services, sur les grandes plateformes. Les grandes plateformes ne veulent pas nous donner la donnée. Ils ne veulent pas mettre en place des API officielles. OSEF. On va faire du reverse pour se brancher sur leurs services. Parce qu'on en a besoin, et pour des raisons légitimes. J'ai passé des années à travailler sur la désinformation. Quand vous travaillez sur la désinformation, quand vous étudiez la propagation d'une information sur les réseaux sociaux, il vous faut de la donnée. Si vous n'avez pas de données, votre travail, il commence et il s'arrête direct. Et donc, on va récupérer cette information et on va remonter tout ça. Et là, donc, si on cherche Baptiste Robert, on voit plusieurs cartes. On a regroupé l'information et on va être en capacité d'aller chercher ce qui nous semble intéressant. Donc, Baptiste Robert, c'est le mec avec le gros crâne chauve. Hop. On va prendre le pseudo en question. On remonte tout ça. On va prendre ses boulots, son école, les boulots qu'il a pu faire. Et on va sauvegarder tout ça dans la machine. On sauvegarde tout ça dans la machine et après, la moulinette va se passer. La moulinette va se passer, il va prendre tous les éléments que je lui ai donnés. Il va dire, OK, tu m'as donné un compte Twitter, et je vais prendre tous ces posts. De tous les posts, je vais extraire le texte. Du texte, je vais faire de l'analyse sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse sémantique? C'est je vais extraire les entités nommées, toutes les localisations qui ont été mentionnées, tous les noms propres qui ont été mentionnés, toutes les villes qui ont été mentionnées. Je vais extraire toutes les photos qu'il a postées. Je vais extraire les métadonnées des photos en question. S'il y a la géolocalisation, je vais la mettre sur une carte. Et en 2 minutes chrono, je vais être en capacité de te dire, Baptiste Robert, il est allé à tel endroit, son boulot c'est ça, ses boulots précédents c'est ça, il a fait telle école, les personnes apparentées avec qui
ils traînent, ils discutent, elles sont là. Et très rapidement, vous allez avoir en fait une fiche numérique de la personne. Vous pouvez savoir à peu près quand est-ce qu'il est le plus actif sur les réseaux, rechercher ses différents posts. Vous allez avoir la possibilité de faire un graphe sur la personne. Donc par exemple, si on se met ici, on va faire un graphe rapidement ensemble, après sinon je vais me faire gronder. On va par exemple créer une personne. Ah, je ne suis pas une femme. Hop. Donc, on va créer un nœud sur un graphe et on va faire ce qu'on appelle un graphe des relations. Donc, je vais cliquer là. Je vais de la même manière chercher un peu partout. Et automatiquement, il va aller chercher sur tous les réseaux sociaux. Et je vais avoir les différents comptes d'un certain Baptiste Robert. Et je vais pouvoir trier facilement. Je vais pouvoir me dire, OK, bah, je vais tous les comptes Twitter. Bah, en fait, le bon, ça va être celui-ci. Donc, hop là, je vais supprimer tous les autres. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que la réalité, c'est, je vais extraire les infos. Ah, il y a un pseudo. Et à partir du pseudo, je vais relancer la machine. Et je vais faire ce qu'on appelle pivoter. Vous avez globalement compris l'idée, j'espère. C'est que toutes les informations que vous laissez sur Internet, elles sont disponibles à celui qui sait les trouver. Internet a une mémoire. Internet n'oublie jamais. Et donc toutes ces informations-là, elles sont disponibles, et il y a des petits malins qui les utilisent. Il y en a qui les utilisent à grande échelle. Vous êtes une grande plateforme, vous récupérez les données que les utilisateurs de votre service vous ont données. Donc quand vous appelez un Facebook, un Twitter, pourquoi un Elon Musk rachète plus de 40 milliards une plateforme comme Twitter? Vous vous rendez compte la quantité de données qu'il a? C'est incroyable. C'est juste fou. Le prix est fou aussi, mais c'est juste fou. Ils vont utiliser ces données pour vous profiler, pour du renseignement, pour du ciblage, pour plein d'applications diverses. Et après, il y a d'autres applications. Demain, vous êtes un dev, vous changez de boîte, ça peut nous arriver. Vous allez vous présenter devant votre futur employeur. Imaginez qu'il a cet outil et qu'il trouve votre compte Facebook et la photo de vous en soirée étudiante quand vous étiez en école d'ingé en pyjama rose au milieu de la rue. Et c'est 4 secondes avec ça. Hein. Il n'a pas besoin d'être bon, l'employeur. Hein. Et ça, c'est déjà utilisé. La vérité, c'est que ça existe déjà. Donc on peut le regretter. C'est dommageable. C'est une évidence. Est-ce que c'est une évolution du monde qu'on a envie? C'est une autre question, beaucoup plus philosophique. Et c'est aussi à nous, à vous, de contribuer à réduire cette empreinte-là, à minimiser les données que vous prenez au sein de vos services. Et c'est de votre responsabilité, en tant que personne, en tant que parent aussi, de dire, je vais déjà auditer mon empreinte numérique. Toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, je vais faire l'effort de me mettre dans la tête d'un attaquant. Quelqu'un qui me veut du mal, comment il va s'y prendre? Quelqu'un qui veut se renseigner sur moi et qui connaît juste ma tête ou juste mon nom, qu'est-ce qu'il va trouver? Et donc vous vous mettez dans la peau d'un attaquant. Faites cet exercice-là. Vous avez la responsabilité aussi en tant que parent de ne pas mettre vos gamins sur Internet. Ils n'ont rien demandé, vos gamins. Vous venez d'avoir vous venez d'avoir un enfant, vous allez chez papy, mamie. Papy, mamie, ils sont super contents, ils vous prennent en photo à la maternité. Ils prennent le petit, la petite, ils la mettent sur Facebook. Les enfants, ils respirent à peine qu'ils ont déjà une empreinte numérique. Ça a été chiffré, etc. C'est notre responsabilité aussi de dire « Non, mamie, papy, maman, je sais que vous êtes contents, c'est cool et tout. » Mais elle n'a rien demandé. Enlève ta publication. Floute son visage. M'en fous, fais quelque chose, mais enlève sa tête. Après, elle prendra la décision.
mais l'empreinte numérique, ça commence dès le départ. Voilà, j'espère que l'intervention vous a plu, que ça, en tout cas, pas fait trop peur. On est tous concernés, c'est inquiétant, il y a des solutions, il y a beaucoup de choses qui relèvent du bon sens. Et au-delà de ça, en tant que développeur, en tant que créateur de systèmes, on a aussi la responsabilité de mettre de l'éthique, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, au sein de nos systèmes, de minimiser la donnée qu'on prend, de respecter la vie privée de nos utilisateurs. Et quand on est assis comme nous, et je nous inclus tous dans le même sac, sur beaucoup de données parfois, on a tendance à se dire ouais, c'est bon, c'est pas grave. Mais quand vous avez votre Elasticsearch, votre Mongo plein de data, bah non, c'est pas grave. Vous êtes responsable au regard du RGPD, vous êtes responsable au regard des autorités, vous êtes responsable, vous avez des devoirs. Et c'est important de le savoir, de l'insuffler aussi au sein de son organisation et d'essayer de faire passer le message. Je vous remercie, je serai disponible pour des questions. Je ne sais pas si on a du temps et merci beaucoup pour votre attention. Bon, ouais. Bonjour, merci pour l'intervention. Tu dis de se mettre dans la peau d'un attaquant tous les ans à peu près. Est-ce que tu connais des outils qui nous permettraient de faire ce genre de choses? J'ai été regarder pendant que tu faisais ta presse. C'est pas accessible, il faut un login, mot de passe, etc. Est-ce que tu aurais des outils à nous conseiller pour justement se mettre dans la peau d'un attaquant et essayer de nous profiler pour voir un petit peu notre empreinte? Est-ce que j'en connais? Oui. Est-ce qu'ils sont gratuits? Moins. Est-ce qu'il y a un intérêt à les mettre gratuits? C'est une très grande question. Aujourd'hui, moi, mon métier, c'est de créer des outils, comme celui-ci. On en a d'autres. Et si vous tapez l'URL, et je me doute que certains d'entre vous l'ont fait, vous allez voir qu'il y a un login mot de passe. Vous tapez le nom de la boîte, on a un one-pager où on est resté le plus vague possible et inimaginable. Pourquoi on fait ça? Parce que si je vous dis, je mets un lien, un sign-up, il y est, on l'a implémenté, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il est désactivé. Si je mets le sign-up ouvert, que je mets ma tête sur Twitch, sur Twitter, sur ce que vous voulez, je vais avoir des centaines, des milliers de personnes qui vont s'inscrire. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller chercher papa, maman, leur ex, le collègue de taf qu'ils n'aiment pas. Ils vont aller chercher de l'information sur un peu tout et n'importe qui. Et ça, moi, je peux pas. Je peux pas parce que je pourrais jamais vérifier que c'est bien toi devant l'écran. T'as beau me dire que c'est toi, t'as beau confirmer ton adresse email, t'as beau confirmer ton téléphone, mais je peux pas savoir que c'est pas toi qui as piqué le téléphone de ta meuf et qui en fait veut vérifier si elle a pas d'autres comptes sur les réseaux sociaux. J'en sais rien. Et potentiellement, en fait, tu lui tapes dessus, ça se passe pas bien. Et le nombre de requêtes, aujourd'hui, moi j'ai une grosse communauté, et le nombre de personnes, vous imaginez même pas, qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ah, je soupçonne pas ma femme d'être infidèle, est-ce que tu peux me dire comment hacker son téléphone ?» Non, non, je vais pas faire ça. Et je vais te dire que, je vais pas te dire que tu es un gros con, mais je vais le penser très fort. On se rend pas compte, mais quand on a ce type d'outils-là, on peut faire plein de choses. Et quand je vous dis plein de choses, c'est que toutes les personnes publiques que vous pouvez voir sur Internet, tous les politiciens, toutes les stars, ils sont aussi nuls que vous. Souvent, leur adresse est disponible. Souvent, leur numéro de téléphone est disponible. Et c'est un peu inquiétant, pour être très honnête. Et quand vous êtes, c'est un peu le truc de Spider-Man,
les grands pouvoirs, responsabilités, blabla. Et le problème de l'identité dans le numérique, c'est un vrai souci. Comment vérifier efficacement l'identité de quelqu'un? C'est super compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on ne met pas accessible, parce qu'on ne peut pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Déjà, pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle un modèle de menace standard en sécurité, vous avez des solutions assez basiques qui vont être de vous chercher sur Google. Mais vous n'arrêtez pas aux 3 premiers résultats. Vous faites les 2, 3, 5, 10 premières pages. Et ce qu'on trouve de l'information, c'est d'aller sur le dark web. Dark web, ça fait peur, ça fait fantasmer, tout ce que vous voulez. Il y a des moteurs de recherche sur le dark web. Vous tapez votre nom sur différents moteurs de recherche du dark web. Vous allez vous taper des mots-clés particuliers sur les différents réseaux sociaux. Et surtout, vous partez avec le postulat, avec la mentalité d'un attaquant. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la peau d'un enfoiré. J'ai des gens qui sont venus chez moi, qui sont venus physiquement chez moi. Et pour vous dire, c'est pas drôle. Vraiment pas drôle. Quand vous êtes obligé de dire, il y a quelqu'un qui sonne à votre porte, et que vous regardez votre femme et que vous lui dites, bah, dans 10 minutes, si je ne suis pas revenu, appelle les flics, c'est moins drôle d'être public, machin, Twitter, tout ce que vous voulez. Et il y a un vrai sujet qui est de dire, ok, moi je suis un enfoiré, je veux venir te casser la gueule chez toi. J'ai ton nom, ton prénom et j'ai ta tête. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais être en capacité de trouver ton adresse? Il faut se donner des objectifs d'enfoiré. Ok, chaque mois, vous mettez dans la peau d'un mec qui veut vous casser la gueule. Est-ce qu'il va être en capacité de trouver votre adresse? Est-ce qu'il va être en capacité de trouver votre lieu de travail? Et si la réponse est oui, c'est ok. Quel est le lien, quel est le chemin qu'il a réussi à faire pour accéder à l'information? Et c'est dans cette mentalité-là qu'il faut se mettre. Et ce n'est pas de la technique. Et c'est important de le dire. On a tendance, vous êtes développeur, ingénieur, pour certains, on a tendance à être dans la technique, dans la complexité. C'est de la logique. C'est des chemins logiques. C'est extrêmement simple. C'est du bon sens. Trouver l'information au bon endroit et chaîner le parcours. Pas plus, pas moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a mademoiselle à droite. J'espère que je ne vous fais pas trop flipper. Du coup, pourquoi avoir développé ce produit si vous ne voulez pas le rendre disponible? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Il y a 2 mondes. Depuis que je fais de la sensibilisation, des conférences, que je parle de ces sujets-là, il y a 2 choses, 2 mondes qui sont bien distincts, qui se regardent, mais qui ne se mélangent pas forcément. On a une nécessité, je l'ai abordé un petit peu dans mes propos confus depuis 40 minutes, de protéger sa vie privée. On a la nécessité, encore plus dans l'époque actuelle, de protéger les libertés fondamentales des uns et des autres. Le numérique menace nos libertés fondamentales. Le numérique a déjà quasiment supprimé notre vie privée. Et c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas réserver aux philosophes, aux hommes politiques, qui disent la plupart du temps n'importe quoi. On a le droit aussi, nous, en tant que techniciens, en tant que développeurs, de s'arrêter 4 secondes, de sortir la tête de nos IDE et de dire en fait, on va où? On va où avec tout ce qu'on fait là? Pourquoi on prend tant de données? Pourquoi je développe un produit? Pour vous raconter une anecdote personnelle, ça fait une dizaine d'années que je travaille et j'ai quasi été tout le temps indépendant. Et un jour, au milieu, il y a 5 ans, un peu plus que ça, il y a 8 ans, j'ai une boîte qui me contacte, très bien payée. Donc je sortais quasiment d'école, qui me propose un peu moins de 100 000 € l'année, total remote.
Et j'ai des enfants, j'ai une femme. Quand on a de l'argent, on ne va pas cracher dessus. J'ai accepté. Et c'était pour faire des brosses à dents connectées. J'ai tenu 2 semaines. Et c'est une question qu'on doit tous se poser aussi. Mais la brosse à dents connectée, elle était pour les enfants. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'enfant, il se brosse les dents. Vous imaginez, moi, j'ai trois filles. C'est qu'il est 8 heures, vous avez une journée longue, et votre gamin, il est devant l'écran en train de se brosser les dents et de faire bouger un bonhomme. Et donc, ça prend même des données sur vos enfants. Savoir combien de temps, ça fait des stats sur combien de temps ils se sont brossés les dents. Vous vous rendez compte de l'intimité dans laquelle ça rentre. Et le produit qui allait derrière, c'était un miroir avec une caméra pour mettre dans la salle de bain. C'est là où j'ai dit, il ne faut peut-être pas déconner. Et donc, tout ça pour dire qu'on a une nécessité de protéger nos libertés fondamentales. Mais de l'autre côté, vous avez tout un monde que vous ne connaissez pas, et c'est normal, qui va être le monde de ce que j'appelle les autorités. Gendarmes, police, renseignements, et tout un tas de personnes de l'ombre qui ont une mission complètement légitime. Qui ont une mission légitime, qui ont une fonction, et qui sont là pour protéger la sécurité de la population, sécurité de la nation, sécurité des intérêts français, que ce soit des intérêts économiques, physiques, de plein de choses. Et on a besoin de ces gens-là. Mais on a aussi besoin qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'ils ont un uniforme, ce n'est pas parce qu'ils ont une mission légitime que ça les autorise à aller voir le profil de leur ex. Et vous comprenez le dilemme. C'est qu'on a des gens qui ont une mission légitime et on a une nécessité de protéger nos libertés. Et mon point de vue, c'est que le mec au milieu, c'est moi. Et moi, je suis quoi ? Moi, je ne suis pas les autorités. Je suis juste un gamin technique qui pense qu'on peut faire des outils de manière éthique, avec les bons garde-fous, qui permettent aux autorités de faire leur travail correctement, sans abuser du système, et tout en préservant, conservant, en encourageant la liberté des uns et des autres, la vie privée des uns et des autres. Alors parfois il y a des conflits, de fait. Il y a des conflits parce que je vous suspecte d'avoir tué votre compagnon. Est-ce que je dois respecter votre vie privée ? Ça dépend. Dans le cadre d'une procédure, c'est réglementé. La justice est là pour ça et on a une justice qui fait son travail. Elle est un peu lente, un peu beaucoup lente, mais elle fait son travail et c'est très codifié. Et on a une nécessité aussi que des techniciens, que vous preniez le sujet. On a besoin de gens compétents qui se mettent au milieu. Parce que je peux vous assurer que la place est vide. Elle est vide, hein, mais faites des outils comme ça. La place est vide. Et si vous ne la prenez pas vous, si vous ne la prenez pas avec vos valeurs morales à vous, s'il n'y a pas un mec pour défendre l'éthique au milieu, je peux vous assurer que les gens qui vont venir au milieu, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent faire du cash. Demain, si je veux être millionnaire, je peux. C'est aucun problème. Demain, si je veux aller dans des pays, dans certains pays, je peux vendre tout ça très très cher. Mais très très cher. Mais je ne sais pas comment il va être utilisé. Je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça qu'on a une nécessité de se mettre au milieu. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'idée globale, c'est qu'il y a des besoins, d'un côté comme de l'autre, et il y a des gens qui sont prêts à vendre leur technologie. On a des pays où il y a beaucoup moins de droits. Je ne vais pas citer le pays. Il y a un pays où on a le droit de classifier les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Ça ne pose pas de problème. Culturellement, ça ne leur pose pas de problème. Ils ont des bases de données entières avec ces éléments-là. Ils ont des systèmes par-dessus qui permettent de filtrer les gens en fonction de leur orientation sexuelle. On peut savoir ce que vous avez voté.
Et je peux même combiner les deux. En fonction de votre orientation sexuelle, de là où vous habitez et de qui vous avez... Je vais pouvoir vous mettre dans un groupe et vous cibler en fonction. Vous voyez jusqu'où ça peut... Quand on arrête, quand on ne met plus de limites, ça peut partir en cacahuète super vite. Et donc, c'est à nous de créer les systèmes au milieu. Merci Baptiste. Merci à vous. Applaudir. Je sais que tu avais une question. N'hésite pas à venir le voir parce que sinon il va nous faire une keynote à chaque réponse. Donc. Voilà, merci à vous et à l'année prochaine.